Bonsoir. On va parler de la Grèce qui ne va pas payer ce soir le 1,5 milliard d'euros qu'elle doit au FMI. Manœuvre ou dernier recours, Athènes propose un accord de financement avec l'Union européenne sur 2 ans. Les ministres de l'Eurogroupe vont en discuter ce soir, mais d'ores et déjà, Mme Merkel a dit « Nein, nous ne négocierons rien avant la tenue du référendum dimanche ». Est-ce qu'elle a raison, la chancelière ? Je crois que c'est une position de bon sens. Aujourd'hui, le peuple grec est appelé à s'exprimer, il est appelé aux urnes et il va dire ce qu'il pense aujourd'hui de la situation. Et je crois que le peuple grec est souverain aujourd'hui pour trancher et qu'en convoquant le référendum, M. Tsipras s'est remis dans la main de son peuple, c'est son choix, mais aujourd'hui, il ne peut pas négocier contre son peuple ou avant que son peuple se prononce. C'est absurde. Écoutez, ne me demandez pas de comprendre la logique derrière le comportement du chef de gouvernement grec. Il est totalement imprévisible, il est versatile, on ne comprend pas. Et comme on ne comprend pas... comme disait Nicolas Sarkozy ? Non, il est responsable devant son peuple. Aujourd'hui, il convoque un référendum. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que le oui l'emporte. C'est-à-dire que le peuple grec lui-même accepte de considérer que l'aide européenne va avec des devoirs. Et à partir de ce moment-là, on peut tout négocier. Bien entendu, on est prêt à faire des gestes. Les négociateurs sont prêts à faire des gestes. Si le montant de la dette de la Grèce est insoutenable, nous en avons déjà fait par le passé. Mais le sujet, c'est simple. C'est que dans la vie politique, dans la vie privée, dans la vie des affaires, il y a une règle, c'est que des droits entraînent des devoirs. Si M. Tsipras veut s'affranchir de tous les devoirs, eh bien, ce sera non. Parce que non, c'est Nein en français. Et si les Grecs le confortent dans sa stratégie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la sortie de l'euro et ça veut dire quelles conséquences pour nous ? Mais aujourd'hui, l'Europe ne peut plus payer pour une nation qui refuse en réalité, j'allais dire, les contraintes de l'Europe. Je pense que la sortie de l'euro aura des conséquences dramatiques pour le peuple grec. C'est pour ça que moi, je suis une avocate fervente du oui au référendum. Et je pense que c'est le rôle, d'ailleurs, des chefs d'État européens que d'essayer d'expliquer au peuple grec les conséquences de leur vote de samedi. Maintenant, les conséquences seront aussi sur la zone euro elle-même et sur la France. Il y aura des conséquences, donc, parce que Michel Sapin et François Hollande disent « Mais non, vous inquiétez pas, rien à craindre, tout va bien chez nous ». Tout va bien, sauf que nous avons prêté 60 milliards à l'État grec qui ne seront pas remboursés. Donc ces 60 milliards, à un moment donné, il faudra que nous les payions d'une manière ou d'une autre. Donc les Français auront moins de services, auront plus d'impôts à payer. Donc 60 milliards, ça n'est pas rien. Et par ailleurs, il est évident qu'une sortie d'un pays de la zone euro est un précédent qui va certainement entraîner une instabilité sur les marchés financiers et une hausse des taux d'intérêt, une hausse de la prime de risque européenne. Et comme la France est, on le sait, un mauvais élève en matière de déficit et de dette, eh bien ça aura des conséquences en termes d'augmentation des taux d'intérêt sur la France et d'augmentation de la charge de la dette. Ce qui veut dire qu'on aura plusieurs milliards d'euros de plus à trouver dans le budget de l'année prochaine en France. Donc non, il y aura des conséquences. Elles seront moindres qu'en 2011, où nous étions extrêmement exposés, nos banques étaient extrêmement exposées, nos entreprises étaient extrêmement exposées. Elles se sont progressivement désengagées, mais il y aura des conséquences financières pour la France, pour les Français, en termes d'impôts, en termes de déficit. Aujourd'hui, 4 ans après, dit François Hollande, notre économie est plus robuste. Elle peut donc supporter ce type de turbulence. Vous êtes d'accord ? On peut la supporter, mais on va encaisser un coup. On va encaisser un coup et sur la zone euro elle-même, ça peut la fragiliser dans l'esprit des investisseurs parce qu'on se dira finalement, cette zone euro, on peut la quitter. Donc c'est une source de fragilité. Aussi. Mais oui, c'est un effet paradoxal. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de savoir si, sur le long terme, ce ne sera pas finalement une bonne chose parce que finalement, ceux qui auront choisi l'euro, ce seront ceux qui seront en mesure de porter une vraie politique monétaire commune. Ça peut, sur le long terme, être la conséquence de la sortie de la Grèce. Sur le court terme, ce sera l'instabilité et la montée des taux d'intérêt qui sont a priori inéluctables. On va parler de votre sujet pour les prochains mois, ce sont les régionales. Marine Le Pen a officialisé sa candidature ce matin sur iTélé en Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Xavier Bertrand va-t-il devoir droitiser son discours ? Bon, d'abord, ça n'est pas une surprise pour aucun d'entre nous que cette candidature de Marine Le Pen et pour Xavier Bertrand. Pourquoi elle était obligée d'y aller ? Moins que quiconque, oui, elle était obligée d'y aller parce qu'elle était la seule à pouvoir emporter cette région. Bien entendu, Xavier Bertrand est un excellent candidat. C'est l'un des, j'allais dire,
des meilleurs connaisseurs de ce territoire du Nord. Il porte en plus la valeur travail, qui est une valeur extrêmement importante aujourd'hui dans une région qui est ravagée par le chômage. Donc évidemment, je pense que si Marine Le Pen n'y était pas allée, Xavier Bertrand aurait eu, j'allais dire, un boulevard devant lui. Là, le combat va être plus difficile, mais je pense que Xavier le gagnera parce que je pense que son engagement pour la région Nord-Pas-de-Calais est sincère, alors que je pense que Marine Le Pen, en réalité, veut être candidate à la présidentielle. Aucun accord avec le PS au second tour, a déjà annoncé Xavier Bertrand, quitte à faire gagner le FN? Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse faire un accord avec un parti socialiste qui emmène le pays dans le mur. Je pense que ce serait absolument incompréhensible pour nos électeurs. Et je pense que malheureusement, les électeurs du Nord-Pas-de-Calais devront choisir en conscience. Ils devront choisir. Et c'est pour ça que je les appellerai à voter Xavier Bertrand. On va parler de votre région, la région Île-de-France. Monsieur Lagarde, le patron de l'UDI, a annoncé la semaine dernière sur iTélé un accord pour le régional avec les Républicains, votre parti. Quid de Chantal Joanneau qui était candidate donc face à vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous négociez avec elle? Eh bien, c'est simple. Il y a un accord national qui dit que nous aurons donc un certain nombre de régions dans lesquelles l'UDI mènera la campagne. Trois régions. Et que dans les autres régions, eh bien, nous allons négocier sur la base de quelque chose entre un quart et un tiers des sièges pour l'UDI. Et j'ai commencé, évidemment, à négocier avec Jean-Christophe Lagarde et Chantal Joanneau cet accord régional qui est en très bonne voie. D'accord. Donc, Mme Joanneau va annoncer quoi d'ici quelques jours qu'elle se retire à votre profit? Non, ça ne sera pas comme ça. Nous allons faire une alliance entre partenaires. Et je souhaite que Chantal Joanneau joue un rôle très éminent et dans ma campagne et dans le futur exécutif de la région. Mais j'en parlerai quand l'accord sera bouclé. C'est-à-dire une coprésidence. Vous souhaitiez qu'elle adhère à votre vision de l'Île-de-France. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur le programme? Je vous en parlerai quand l'accord sera conclu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est en très bonne voie. L'accord avec l'UDI suscite pas mal de grogne du côté des Républicains. Est-ce que c'est une bonne tactique de la part de Nicolas Sarkozy? Aujourd'hui, c'est très important d'avoir une dynamique et d'avoir un projet pour la région. Et je pense que le morcellement des listes, avec aussi, j'allais dire, un émiettement des idées, un émiettement des équipes, ça ne permet pas de donner un cap et une direction. Ce que nous voulons, c'est changer l'Île-de-France. Nous voulons en faire la première région d'Europe et nous voulons aussi corriger toutes ces injustices et toutes ces inégalités qui sont les fractures de cette région. Et c'est très puissant de se dire que nous allons pouvoir réussir ce que j'espère, c'est-à-dire une alliance de la droite et des centres. Pas seulement avec l'UDI, mais aussi, je le souhaite, avec le MoDem, parce que je pense que nous partageons cette envie de faire de la politique différemment, de donner plus aux Franciliens pour l'argent de leur impôt, de leur donner davantage d'éthique, davantage d'imagination et surtout davantage d'emploi. La candidature de Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, c'est une bonne nouvelle pour vous? Ça affaiblit votre adversaire, Claude Barthelone? La gauche est profondément divisée, mais elle est profondément divisée au plan local comme elle est profondément divisée au plan national. Et les divisions de la gauche, on les voit en permanence au niveau de la région. On a quand même des Verts qui ont voté contre Autolib, qui est quand même l'un des moyens de se déplacer dans des automobiles électriques et de ne pas polluer Paris. On a des communistes qui tirent à U et à Dia aussi avec le Parti socialiste. Donc on voit une gauche extrêmement divisée, au plan local comme au plan national. Et face à elle, on voit une droite et des centres rassemblés. Et je crois que là aussi, c'est important pour nos électeurs de se dire que d'un côté, il y a une force en marche et de l'autre, eh bien, il y a un adversaire divisé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, cette candidature Non, mais je pense que ce n'est pas une question de bonne ou mauvaise nouvelle. Je pense que ça exprime une réalité politique dans notre pays. Aujourd'hui, il n'y a pas une gauche. Il y a trois gauches. Et ces trois gauches ne sont d'accord sur rien. Elles sont d'accord sur rien en ce qui concerne la pollution. Elles sont d'accord sur rien en ce qui concerne l'économie. Elles sont d'accord sur rien en ce qui concerne la laïcité. Donc voilà, ces sujets sont quand même au cœur de notre pacte républicain. Une réaction à la mort de Charles Pasqua. Il y a eu une avalanche de réactions politiques aujourd'hui. On a vu que le Premier ministre Manuel Valls a fait lever ou tenté de faire lever l'hémicycle en hommage à Charles Pasqua. Vous le connaissiez? Je l'ai rencontré dans les Hauts-de-Seine. Je ne l'ai pas connu parce qu'à l'époque où je suis rentrée en politique, j'étais avec Jacques Chirac et c'était le moment de la grande brouille entre Charles Pasqua et Jacques Chirac. Mais j'ai connu le Charles Pasqua des Hauts-de-Seine et j'ai connu un homme qui avait une histoire. Et là où il était le plus passionnant et le plus émouvant, c'est évidemment quand il parlait de la guerre et de la résistance. Nicolas Sarkozy a reçu aujourd'hui un prix. Vous savez lequel?
Non. Le Grand Prix de l'humour politique 2015 pour sa petite phrase, pour désespérer de François Bayrou. Encore faudrait-il que j'ai un jour placé de l'espoir en lui. Il succède à Alain Juppé, évidemment, qui avait dit en politique, on n'est jamais fini, regardez-moi. Il est drôle, Nicolas Sarkozy? Je préférais la phrase d'Alain Juppé parce qu'elle était. J'aime mieux l'humour sur soi-même. Je trouve que c'est ce qui est le plus drôle. L'autodérision, c'est ce qu'il y a de plus drôle. Sur la phrase sur François Bayrou, elle est juste réaliste. Je crois que Nicolas Sarkozy tient grief, et à juste titre, à François Bayrou d'avoir voté François Hollande aux dernières élections. C'est irrécupérable entre eux. C'est vraisemblablement irrécupérable entre eux, mais je dois à l'honnêteté de dire que sur le terrain, il y a des élus MoDem, des électeurs MoDem qui aujourd'hui voudraient vraiment l'alternance pour notre pays et voudraient une autre politique. Un mot sur la loi territoriale. Hier a débuté en seconde lecture à l'Assemblée le projet de loi sur la réforme qui est très décrié. Vous déposez, vous, un amendement pour que Pôle emploi soit co-géré par la région. Expliquez-nous pourquoi. Et oui, parce que la région, en théorie, dans la version initiale de cette loi qui est devenue une espèce d'enchevêtrement de compétences, on n'y retrouve plus nos petits, mais dans la version initiale, on avait dit que la région, qui a la compétence développement économique, aurait la compétence emploi. Et donc, on nous donne la possibilité de coordonner les missions locales, la formation professionnelle, l'apprentissage, et rien sur Pôle emploi. Donc le problème, c'est que qui connaît les chômeurs? Pôle emploi. Qui recense les demandes des chômeurs? Pôle emploi. Qui est censé recenser les demandes des entreprises? Pôle emploi. Donc on nous donne des outils de formation professionnelle, des outils d'apprentissage, des missions locales à coordonner sans savoir qui sont les chômeurs, quel est leur profil, quelles sont leurs demandes. Je pense qu'on n'est malheureusement pas du tout au bout de la décentralisation, que cette loi est une occasion manquée, une supplémentaire. Je suis très modeste parce qu'en 2004, on a raté la loi décentralisation. En 2010, on l'a raté aussi. En 2015, on la rate encore. Je pense qu'à un moment donné, les Français en auront marre et nous mettront au pied du mur et nous diront maintenant, vous les faites, les réformes. Donc je pense que ce sera en 2017. Et j'espère que ce jour-là, je serai présidente de région et que je pourrai apporter un vrai choc de simplification sur un principe simple. Une compétence, une collectivité, un impôt pour que les Français sachent où va leur argent, qu'ils dépensent pour faire quoi. Il y a aussi la question du Grand Paris qui doit regrouper la capitale et les communes de la Petite Couronne. Selon vous, ça va doublonner avec la région? Mais je souris parce que vous savez que ce Grand Paris avait été créé, c'est une création politique pour Claude Barthelone. Parce que Madame Hidalgo devait gagner Paris, mais aux yeux des socialistes, elle n'était pas digne de pouvoir présider le Grand Paris. Donc il fallait créer un Grand Paris, Paris plus la Petite Couronne, et le confier à Claude Barthelone. Malheureusement, les municipales ont tourné au vinaigre pour la majorité, puisque nous avons gagné la majorité des villes en Seine-Saint-Denis et en Val-de-Marne. Donc la métropole aujourd'hui est à droite. Et donc, eh bien, Claude Barthelone a dit qu'il n'en voulait plus et qu'aujourd'hui, il fallait la repousser. Donc je souris parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir en Ile-de-France un échelon supplémentaire. C'est abracadabrantesque. Les villes, les territoires, les départements, la métropole, la région, 5 niveaux pour les entrepreneurs, pour les promoteurs immobiliers, pour ceux qui veulent construire quelque chose. C'est absurde. On n'est plus dans le millefeuille. Moi, j'appelle ça la pièce montée. Donc, à un moment donné, il va falloir tout simplifier, tout remettre à plat. Ce sera en 2017 et j'espère que j'y prendrai toute ma part. Merci beaucoup, Valérie Pécresse, d'être venue ce soir sur iTélé. Dans un instant, la météo, évidemment, avec Daniela Prepeliou et le journal de 19h. A tout de suite sur iTélé.